Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite chaîne YouTube, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers chômeurs, chères personnes en recherche de genre. Ça c'est possible aussi maintenant, en 2025 les gars. Aujourd'hui, une petite vidéo très sympathique. On a fait une vidéo avec Maître Singal, avec qui je travaille en droit des sociétés, qui est très important pour tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a expliqué dans cette vidéo. Je trouvais ça très intéressant, parce qu'en fait, il y a un deuxième avocat avec qui on travaille beaucoup quand on a des entreprises, c'est l'avocat fiscaliste. Celui qui vous sort des fois des problèmes, celui qui aide à optimiser, celui qui fait plein d'autres choses différentes de l'avocat en droit des sociétés. Donc je trouve ça très intéressant de recevoir Maître Gavet, avec qui je travaille depuis des années aussi, au château, pour pouvoir parler de tout ça les amis. On se retrouve dans le salon, c'est parti! Bonjour Maître Gavet. Bonjour Lucien. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir pris le temps pour nous. Avec plaisir. Les amis, la semaine dernière ou l'autre d'avant, on avait fait une vidéo avec Maître Sophie Singal. C'est une vidéo que tu as vue. Exactement. Alors je vais pas dire exactement, je vais pas rentrer dans les détails parce que le but c'est qu'on puisse expliquer un petit peu les métiers de chacun. C'est des métiers qu'un entrepreneur va forcément rencontrer, normalement. ou alors c'est un peu limite pour lui. Donc Sophie, on a expliqué son métier, c'est une vidéo que vous avez beaucoup appréciée les amis. Et donc je suis content parce qu'il y a beaucoup de commentaires où ça a été, où il y a plein de gens qui ont dit vous êtes rentrés dans les détails et tout. Et là aujourd'hui, c'est, on va dire, un deuxième métier d'avocat qui rentre en compte dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce que tu fais, qui tu es aussi un petit peu, voilà, en 2 mots ou en 10 mots ou comme tu veux. Donc Maître Benoît Gavet, donc je suis avocat au barreau de la Roche-sur-Yon. Donc comme Sophie Singal, je suis avocat, voilà, la même chose, mais pas dans le même domaine qu'elle. Elle intervient en droit des sociétés, moi j'interviens en fiscalité, donc je ne touche qu'à la fiscalité. Alors la fiscalité c'est très large, j'interviens aussi bien en termes de conseil, donc soit en amont, avec les cabinets d'expertise comptable, avec les sociétés, pour voir un petit peu les pistes où il peut y avoir des risques fiscaux, ou des optimisations éventuellement à mettre en place, ou alors, si ça s'est pas bien passé, en contrôle fiscal. Attends, ah ouais. Et c'est là, en contrôle fiscal, où on peut intervenir, malheureusement c'est après coup. Ah oui, c'est après coup, voilà. Quand la patrouille est arrivée, voilà, c'est ça. Et qu'il y a un contrôle fiscal, voilà, on intervient pour accompagner, éventuellement pour négocier des pénalités, on peut ne pas avoir les mêmes avis que l'inspecteur. Voilà, tu es toujours en général du côté du client. Toujours du côté du client. Ouais. L'administration, elle a son personnel pour faire les contrôles. Moi, je suis toujours du côté du client pour l'aider à se sortir du contrôle fiscal, on va dire, correctement. Soit sans rien, soit avec le moins possible, ce qui aurait dû être fait, on va dire, initialement. Voilà. Alors, pour que les gens comprennent bien, donc ton métier, c'est avocat fiscaliste. C'est des termes qu'on entend régulièrement et je pense qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos, il y a beaucoup de gens qui se lancent en micro-entreprise, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions ou qui nous posent des commentaires sur YouTube en disant je suis en micro-entreprise, je vais passer en société et ils m'entendent moi, le gogol de youtubeur, dire allez voir des comptables, il faut aller voir des comptables, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Mais là il y a des gens qui se disent mais il nous a parlé la semaine dernière d'un avocat en droit des sociétés, après il nous parle d'un avocat fiscaliste, après on est un peu perdu. Alors j'ai l'impression qu'on les voit moins, nous les entrepreneurs ou les gens qui ont des boîtes, on voit moins les avocats fiscalistes comme toi. Ouais, on nous voit moins. Alors que Sophie, je l'ai vu trop de fois quoi. La pauvre. Parce qu'en fait, avec le droit des sociétés, c'est vivant, c'est rythmé tous les ans. Tu as des AG à faire, tu as l'approbation des comptes, donc en fait tu la vois tous les ans. Moi, on va me voir pour une opération ponctuelle. Ah oui. Donc comme on le voit avec éventuellement des cabinets d'expertise comptable, on a besoin de nous à un moment donné sur une opération donnée. J'achète un tank. Par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de ce gros machin-là en compta derrière? Voilà. Et ça va être sur des opérations ponctuelles. Les cabinets comptables, ils ont un gros vernis fiscal. Donc en fait, ils font le gros du travail. Tu l'as bien vu en interne, c'est eux qui travaillent. Et puis nous, on va intervenir sur des points qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont, on va dire, pas habituels, pas industriels. On va plutôt faire du cousu humain sur une question donnée. Voilà, d'accord. Et c'est pour ça qu'on nous voit peu, parce que tu n'en as pas besoin tous les jours, parce que tu n'as pas des problèmes tous les jours, heureusement, à ce niveau-là, au niveau de la fiscalité. Et donc, soit c'est pour du conseil, soit c'est pour du contentieux, donc l'un ou l'autre, mais heureusement, c'est pas tous les jours qu'on a besoin de nous. Nous, c'est vrai que, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, les amis, on s'est rendu compte à un moment donné que on voulait bien déclarer nos revenus YouTube, et donc YouTube est aux États-Unis. Le paiement des revenus YouTube passe par l'Irlande.
Et une fois qu'ils sont en Irlande, ils nous arrivent en France. Là, on s'est dit désolé, mais qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai eu les contrôleurs fiscaux dans cette pièce qui m'ont dit mais ça doit se faire comment normalement? Oui, c'est des activités nouvelles. Ouais, c'est ça. Qui dit activité nouvelle dit ben, on doit s'adapter. La loi a toujours un train de retard. Bah oui. Et vous, entrepreneurs, surtout dans ce milieu-là, de YouTube et tout, ben, vous allez plus vite. Vous allez beaucoup plus vite. On a des nouveaux éléments, des nouvelles dépenses. Ouais. J'en sais rien. Tu vas tourner, aller à l'île Maurice, ben, c'est pour faire des vidéos YouTube. Mais tu vas en même temps à titre perso. Ouais. Ah, ça c'est l'URSSAF, ça. Ça, c'est l'URSSAF. Ouais, mais aussi l'administration fiscale. Ah Est-ce que ouais, c'est nécessité par l'exercice de ton activité? Bien sûr. Est-ce que ça te permet d'avoir des vues? Est-ce que ça te permet... En fait, il faut démontrer ça. Et tu vas en avoir pour 10 000 15 000 euros de voyage avec ton staff. Bah, tu déduis ou tu déduis pas. Bah, oui. Si c'était des vacances perso, t'as pas le droit. Ouais. Et c'est lié à ton activité. Si t'avais pas fait ça, t'aurais pas de vues. Normalement, pas de chiffres. Je pense que celui qui appelle son avocat fiscaliste pour avoir la réponse, il est sur plutôt la bonne voie. Celui qui appelle pas. C'est celui qui n'appelle pas, qui peut avoir des problèmes derrière parce que, bah, on va dire, attention, là, ouais, jusqu'à un certain point, non, là, tu vas trop loin. Est-ce que, j'en sais rien, tu peux mettre... un tank sur une boîte de vidéo. Un tank sur une boîte de vidéo. Est-ce que tu peux acheter des quads? Est-ce que tu peux acheter des montres au niveau de la société? Est-ce que c'est possible? Ah, bah, alors réponse. Réponse, que là, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Oh yes, il va nous donner la solution pour qu'on achète. » Il n'y a pas de cas particulier. Si c'est la montre de tous les jours, parce que ça fait bien d'avoir une montre à un certain prix, là, tu peux pas le mettre dans la société. Si c'est pour un investissement, là, tu peux avoir un intérêt dans la société pour faire l'achat-revente. Ça doit être border quand même au niveau contrôle. Il faut démontrer que tu l'achètes pour le revendre derrière. Ouais, voilà. Les voitures, c'est pareil. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah nous, à un moment donné, le contrôleur, il arrive, il se dit bah pourquoi il y a telle voiture sur la boîte. Je veux dire, 9 vidéos sur 10, ça parle de voiture, quoi. Donc c'est normal. Ouais, donc ça paraît logique. Moi, qu'est-ce que j'irais faire avec 10 voitures à mon bilan en tant qu'avocat? Enfin, j'ai pas d'utilité à ce niveau-là. Donc il y a toujours une relation avec l'activité que tu fais derrière, l'activité économique que tu vas mettre derrière. Et c'est là où l'administration, quand elle contrôle, elle regarde au cas par cas. Donc ce que fait ton voisin, c'est peut-être bien. Ce que tu fais toi, c'est peut-être mal, ou inversement. Et le problème, c'est que dans tous les milieux, tout le monde papote en disant « Ouais, moi, on m'a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. » Et le problème, en fait, c'est peut-être pas du tout adapté à ta situation. Faut que je fasse une holding, faut que je fasse une donation, faut que je fasse du démembrement. Est-ce que tu conseilles sur ça, toi, par exemple, quand je parle de... Parce que j'ai l'impression que quand on veut faire une holding ou se dire, bah tiens, je vais passer sous telle forme juridique, etc., j'ai l'impression que c'est plutôt Sophie qui va s'occuper de ça. Elle va s'occuper de ça droit des sociétés. Pour monter, en fait, pour monter la société, comme elle le fait pour toi. Mais par contre, en amont, il peut y avoir besoin de conseils, soit avec le cabinet d'expertise comptable jusqu'à une certaine limite, soit après, quand c'est un peu plus poussé, avec un cabinet d'avocat. D'accord. Et donc, c'est quoi, toi, tes plus gros clients? Je m'intéressais beaucoup avec Sophie sur combien elle a de clients. Si toi, tu fais plus du one-shot, tu es censé peut-être avoir un peu plus de clients. Et est-ce que c'est quand je dis c'est quoi tes plus gros clients, est-ce que c'est pas combien ils te donnent? Parce que j'ai vu que tu avais souri. Non, c'est plutôt, est-ce que c'est plutôt des experts comptables ou des cabinets d'expertise comptable ou plutôt des clients comme moi qui t'appellent directement? Alors, on a une typologie de clientèle un peu particulière au sein du cabinet, c'est-à-dire qu'en matière de fiscalité, on fait du one-shot, beaucoup de one-shot. On n'a pas de régulier, comme je le disais tout à l'heure. Ah, t'as pas du tout de régulier? À part les déclarations d'impôt sur le revenu, une fois par an, pour certaines personnes. Ah, il y a quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque ou qui n'a pas envie, il vient et tu lui fais ses déclarations de revenus? Oui. Alors, c'est plutôt des personnes âgées. Là, j'avais un client, il arrivait, pour le compte de sa mère, il arrivait avec 2 gros sacs et il disait, voilà tous les classeurs de l'année. Et après, tu te débrouilles avec ça pour faire la déclaration. Il avait 15-16 immeubles. Tu fais ça? Et ça, on intervient là-dessus. La dernière fois, là, j'ai récupéré une cliente qui était en Suisse, qui est venue en France. D'habitude, on dit plutôt on va de France en Suisse. Oui, alors là. Arrivé à un certain âge, ils reviennent plutôt en France. Ouais, bon, ils se disent c'est bon, maintenant il y a 20 maisons qui payent la retraite. Et le système de soins n'est pas le même non plus. Ouais. Donc en fait, ils reviennent en France. Et là, le problème, c'est que le cabinet d'expertise comptable qui était sur le dossier, tu as des retraites en Suisse, versées en France. Ah ouais. T'imposes où? La Suisse a déjà ponctionné une partie. Est-ce que tu imposes tout en France? Tu n'imposes pas tout en France? Est-ce que tu imposes aux cotisations sociales? Donc en fait, toi, nous, on intervient pour vérifier. Donc on a déclenché un contrôle
pour dire, bah, là, la dame s'est trompée, le cabinet comptable s'est trompé. Donc là, là, je venais avec ma casquette, on va dire, pour défendre le client. Donc on a récupéré des impôts qui ne devaient pas être payés. Et maintenant, bah, je vais faire la déclaration parce que bah, voilà, j'ai la technique, je sais comment ça se passe dans ce cas. Ah ouais, ça, alors ça, je savais pas du tout qu'on pouvait aller voir. Parce que moi, c'est vrai que les premières fois que j'avais reçu mes papiers d'impôt, je me disais, mais je suis perdu, il n'y a personne sur Terre qui va m'aider à faire ça. Je sais pas quoi mettre. Ah, les cabinets comptables le font très bien. Oui, d'accord. Bah, comme voilà, tu peux en avoir l'habitude, mais quand ça sort un peu de l'ordinaire, un petit peu, comme tu dis, la Suisse vers la France ou des maisons là-bas, des revenus à droite à gauche, d'accord. Et on peut passer à ce niveau-là. Donc voilà, c'est le seul truc que j'ai chaque année régulier. Autrement, on intervient beaucoup en formation auprès de cabinets d'expertise comptable. On fait beaucoup de formations. La loi de finances qui change chaque année. Donc en début d'année, voilà, on a un mois et demi, on fait beaucoup de formations auprès de cabinets d'expertise comptable. On en fait aussi auprès de confrères. Et puis en fin d'année, de l'actu fiscal. Là, tu vois, j'ai un module de TVA dans les opérations courantes. Les problématiques, les pièges à éviter auprès de cabinets d'expertise comptable. Donc tu te rends là-bas pour les former pendant 2 jours, 3 jours sur un nouveau truc. C'est sur des demi-journées. En général, c'est des petites formations. Sur des sujets précis. Sur des sujets précis, on dit, puis on duplique la formation auprès de plein de cabinets d'expertise comptable comme ça. Donc ça, on va dire, c'est des clients réguliers. On a une sorte de hotline fiscale auprès de cabinets d'expertise comptable, parce que comme je te disais, c'est eux qui ont les mains dans le cambouis. Tu me parlais des motos, là tu répares, mais parfois quand il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, tu appelles directement le constructeur pour dire comment on fait. Et ben là en fait c'est un petit peu pareil, en fait on vient un petit peu en support. Là j'ai une question, je suis pas sûr, est-ce qu'on peut en discuter? Et là voilà, on a un service, une sorte de service après-vente en fait auprès de cabinets d'expertise comptable. Mais toi tu trouves où toi la réponse? Parce que le cabinet d'expertise comptable, s'il trouve pas, comment tu fais toi? Parfois c'est un manque de recherche. Ah ouais. Parce qu'en fait, on est habitué à chercher. Ah oui. Je suis pas un rat de bibliothèque, hein. C'est pas ça. On est derrière l'ordinateur. Mais en fait, on a l'habitude. On fait on a vu des contrôles. Ah bah là, c'est là où l'administration a appuyé. Mais en plus de l'expérience, par exemple, pour mon cas où l'argent est fait États-Unis, elle transite par l'Irlande et elle vient là. Dans ces cas-là, tu fais quoi? Tu vas chercher des textes? Tu analyses les textes. Ah ouais, voilà. C'est une analyse de texte. Tu regardes. Tu vois que c'est en Irlande. C'est l'Union européenne. Pour la TVA, comme tu es entre professionnels, tu as des dispositifs, je ne sais pas si tu as vu ça, de l'auto-liquidation, où tu dois toi-même déclarer ta propre TVA et puis la déduire. Et puis tu peux avoir d'autres problèmes. Si tu fais des pubs Facebook, Facebook pareil, ils sont pas en France, ils n'ont pas voulu se mettre en France. Pareil, tu as des dispositifs spéciaux pour la TVA. D'accord. Donc en fait, on intervient ponctuellement pour des cas. Et en fait, comme on voit tous les petits cas qui posent problème pour tout le monde, en fait, pour nous, c'est plus des problèmes. Comme un médecin, un spécialiste, tu as le médecin généraliste, ça va être ton cabinet d'expertise comptable, il voit tout le monde. Puis là, il dit, après, il y a le spécialiste. La toux, elle n'est pas normale, hop, je t'envoie vers un spécialiste. Et nous, on intervient à ce moment-là. Mais tu as un bouquin. Est-ce qu'il y a un bouquin magique où tu dis, ok, j'arrive, et là, et tu dis, alors là, par rapport à ça, c'est bon. J'ai un petit bouquin qui est comme ça. Et puis après, il y a la même chose. C'est-à-dire que ce qui est dans le petit bouquin, tu as la même chose sur une étagère. Maintenant, on est sur informatique, mais on l'a toujours, parce que c'est toujours agréable à voir. Et ça fait, sur une étagère, ça fait ça. C'est haut comme ça. Et c'est du papier à cigarette. Donc en fait, tu trouves là-dedans, il faut chercher. Donc en fait, nous, en tant qu'avocats, dans ces cas-là, c'est de la recherche. Et puis tu dois mettre à jour par rapport aux lois qui sont sorties après le livre. Oui, on recevait, alors maintenant, comme on est sur Internet, c'est à jour automatiquement. Mais à l'époque... les bouquins, ils étaient renouvelés. On recevait des petits feuillets. Et puis il nous disait, vous changez la page temps à temps. Mais non. On retirait, c'est dans des classeurs, on retirait le classeur, on retirait les pages temps à temps et hop, on changeait les pages. Mais non, ah ouais, d'accord. Donc on avait quelqu'un, un spécialiste de la documentation qui venait faire ça, qui venait une fois par an et puis hop, qui changeait tous les feuillets de tous. C'est incroyable ça de rentrer dans ce détail-là, de savoir ça, c'est rigolo. Ouais. Ah ouais, je pensais pas que c'était mis à jour comme ça. La mise à jour, c'est quasiment quotidienne. Enfin, on reçoit des revues, nous au cabinet, on en reçoit 3 par semaine. Et on doit avoir 2 mensuels. Et en fait, c'est de la documentation qu'on lit. Donc en fait, ça fait partie. On se met toujours à jour. Telle jurisprudence a changé, tel élément, c'est important. Donc c'est hyper important, la mise à jour. Et en fiscalité, ça change tout le temps. Ah bah oui. Et alors justement, c'est important de savoir parce que quand on rend service à un client ou qu'on lui fait une facture en lui disant, voilà, on vous a dit qu'il faut payer l'Irlande et faire tant d'impôts, est-ce que un avocat comme toi, il va certifier ça
et que en cas de contrôle où on me dise ah non, vous avez payé en Irlande, fallait payer aux États-Unis, j'ai le droit de dire ah non, mais regardez, il y a mon avocat fiscaliste qui m'a sorti ce papier. Alors, on ira dans ces cas-là discuter avec l'administration en disant bah, moi, ma version, c'est celle qu'a mis le sien sur son papier que je lui ai donné. D'accord, mais c'est quand même un gage pour moi de qualité ou d'avoir fait mon travail, quoi. Voilà, c'est un gage de qualité. Ça t'évitera, on va dire, des pénalités éventuellement parce que tu as fait conformément à une lecture d'un texte qui n'est pas partagé par l'administration. Mais tu as eu cette lecture, tu as fait cette démarche-là, c'est pas de la fraude. J'ai été voir un avocat. Tu n'es pas allé au doigt mouillé en disant bon, de quel côté tombe la pièce et on va dans ce sens-là. Ah oui, ça c'est vrai. Et donc tu as fait cette démarche-là, donc ça évite ça. Et puis après, on va discuter avec l'administration. Peut-être qu'ils vont se ranger à notre analyse parce que c'est vrai que on n'avait pas vu ça de cette façon-là. Puis peut-être qu'ils vont dire non, tu es complètement à côté de la plaque. Puis si tu as des rappels, on a une assurance derrière. Oui, ça se passe comme ça, d'accord. Après, voilà, je touche du bois, là je peux. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. D'accord. Mais voilà, tous les avocats, Sophie Singal, c'est pareil, on est tous assurés. Donc en fait, le problème, c'est que si tu vas voir quelqu'un à qui tu donnes une mission, et c'est pas dans le champ de sa mission, le risque c'est qu'il soit pas assuré. C'est ça, donc en fait, s'il dit des bêtises, ça peut être d'accord, mais ça peut être problématique. C'est quand même assez rassurant aussi pour les gens qui nous regardent de se dire quand on va voir un avocat fiscaliste, on a quand même une certaine sécurité derrière et une certaine décharge. De se dire c'est plus la pièce qui tombe à droite ou à gauche, c'est de se dire ok, j'ai une problématique dans mon entreprise, je suis boulanger, j'ai envie pour mon four qui va être hyper énergivore d'installer une éolienne. Je sais pas, ça se trouve il y a un gars qui est passionné par ça et il se dit je sais qu'il y a des éoliennes agricoles qui existent, qui sont assez grosses, genre 15 mètres. Et apparemment c'est pas mal. Et je sais qu'il y a des mecs qui mettent ça. Mais imaginons que ce gars-là soit un peu passionné de ça ou qu'il ait un pote qui vend des éoliennes. Donc on est quand même dans un cas compliqué. Le mec il va aller voir son expert comptable et lui dire je veux investir 50 000 € dans une éolienne qui va ramener un peu d'électricité et en plus de ça elle va servir à mon four qui va en consommer pendant qu'il y a du vent. Il se dit moi pour m'assurer que cet achat passe bien dans la compta de ma boîte, je vais aller voir mon avocat fiscaliste. Mais c'est vachement rassurant quand même ce que tu viens de dire. En prenant les services d'un avocat fiscaliste, il y a quand même, au cas où il y a un contrôle et que le contrôleur il dit non, c'est pas bien l'éolienne, vous n'avez pas le droit de l'avoir, et t'as quand même une assurance qui fait que le client il coule pas sa boîte, quoi. C'est ça, tu as une assurance. Ça, c'est pas cool. Obligatoirement sur les impôts à payer, puisqu'en fait si tu avais fait selon ce que l'administration avait dit, tu aurais payé les impôts. Donc en fait c'est pour ça que quand la pièce, t'as pas de chance, elle tombe tout pile sur la tranche, comment tu fais? Tu vas à droite et à gauche. Et c'est là où on peut aussi intervenir en faisant des demandes spécifiques à l'administration. En disant, arrive ça. Là je sais pas trop, on n'a pas exactement les faits. Est-ce que ça tombe à droite ou à gauche? Par exemple pour des revenus fonciers, tu refais tout le château. Tu fais des travaux, tu l'as en direct, par exemple en nom propre. Et tu le donnes en location. Les travaux, est-ce que tu as le droit de tout déduire, pas tout déduire? Et puis parfois, en fonction, si tu dépasses un petit peu trop en travaux, tu n'auras pas le droit de les déduire. Si tu fais un petit peu moins, tu auras le droit de les déduire. Ça, c'est du cas par cas et on pose la question à l'administration fiscale. Là, on avait un dossier où on a posé la question à l'administration fiscale. Alors, c'est en cours d'analyse de la part de l'administration fiscale pour savoir, la personne, elle a refait dans un immeuble entier, elle a fait des travaux. Est-ce qu'on est dans des travaux d'entretien et réparation, amélioration, reconstruction à neuf? Et reconstruction à neuf, ça passe pas. Et parfois, tu vas être sur la tranche, tu sais pas trop, et tu poses la question à l'administration fiscale. Et puis, au moins, tu sais exactement. Donc ça, tu m'apprends quelque chose aussi. Ça veut dire que souvent, il y a quelqu'un de l'État qui répond aux avocats comme vous pour dire écoutez, là, on tranche sur ça. Voilà, mais alors nous, on va orienter la question. C'est-à-dire qu'en fait, on pose les faits, ce qui est comment c'est, on rappelle les règles et on dit pour nous, la solution c'est celle-ci, est-ce que vous partagez notre analyse? Donc si tu veux, on oriente vers la solution que nous on envisage juste. Après s'ils ne sont pas d'accord, on en discute, puis après tu as des schémas ou tu as des procédures à suivre au cas où si l'administration, parce que tu peux tomber sur quelqu'un de buté et qui n'est pas d'accord avec toi, tu peux aller voir au-dessus. Tu peux aller discuter. Donc en fait c'est là où c'est pratique, on n'est pas devant un mur. Il y a vraiment des gens qui sont là pour ça. Oui, il y en a qui sont spécialisés. Je l'ai fait pour le cas, une demande de rescrit où la société, ils font dans du prêt-à-porter, ils achètent du tissu en France. Ils l'envoient en Suisse pour la broderie, ça part en Italie pour la teinture,
Et ça part après, c'était Maroc ou Tunisie, pour la confection de shorts. Et après, ça revient en France. Dans la TVA là-dedans, comment tu fais? Et donc en fait, nous on a tout analysé. Voilà, pour tel schéma, normalement c'est comme ça. On a demandé à l'administration fiscale, est-ce que vous partagez notre analyse? Et l'administration a dit, c'est bon, banco. Mais quand tu es sur des chiffres tellement énormes que après tu as un rappel de TVA, l'entreprise elle ne peut pas s'en sortir. Donc tu poses la question avant coup, mais tu fais une analyse préalable de la situation. Fois, tu pourras dire, et au lieu de vous embêter, fabriqué en France. J'ai un client qui s'appelle Lucien. Il a une usine de textile à Nantes. Et on fabrique en France. Il fait tout en France, la broderie, la colorimétrie, tout le bazar. Mais du coup, c'est vachement intéressant de savoir qu'il y a quand même quelqu'un à l'administration de l'État qui prend du temps pour ça. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant? Moi, non. C'est gratuit. Non, mais toi, payant. Quand tu vas voir en tant qu'avocat fiscaliste, quand tu vas demander à l'État en disant, moi, je veux pas qu'on me reproche quelque chose plus tard. C'est du service public. C'est du service public. C'est du service public, c'est gratuit, ils sont là pour ça. Il y a des, je sais que là, nous, en Vendée, ils ont mis en place un service spécifique pour ce type de questions. Donc il y a un petit pôle qui est chargé d'analyser toutes ces questions-là. Donc en fait, il y a un service dédié. Mais c'est pas souvent que ça arrive. Souvent, tu sais sur quoi tu vas. Et... On sait exactement où on va. En fait, c'est toujours la même chose. Je pense qu'il y a plein de degrés de possibilités dans tout ce qu'on fait. Il y a des gens qui se disent, bah voilà, moi, je suis youtubeur, je vais passer une caméra et un micro sur la société. Je consulte personne, je vais chez Darty et j'achète ma caméra et mon micro. Par contre, quand ça devient un petit peu plus complexe, où là on rentre dans un domaine un peu plus fiscalité pure, où on se pose une question, comment passer telle ou telle charge, est-ce qu'on peut récupérer 10% ou 5% ou alors 20%, machin. Là, on va voir un avocat fiscaliste. Et quand lui, c'est compliqué pour lui, il va voir l'administration qui dit « on a signé, au moins personne ne sera emmerdé ». Tu le fais quand les enjeux sont importants. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis après, tu as les cabinets d'expertise comptable qui, eux aussi, te donnent leur avis au tout départ. Et puis les cabinets d'expertise comptable vont aussi se spécialiser dans des domaines d'activité. Tu en as qui sont plus pour des professions libérales. Donc en fait, ils vont voir que des dentistes, que des pharmaciens. Donc en fait, ils savent la problématique de ça. Et puis tu en as qui sont plus généralistes à ce niveau-là, en cabinet d'expertise comptable. Et nous, c'est pareil pour la fiscalité. On peut être généraliste, mais on peut être aussi spécialiste du spécialiste du spécialiste. Dans ton métier, c'est 50% de boîtes de compta ou est-ce que c'est un 50-50 avec des clients que tu vas pour des impôts ou pour d'autres problématiques? Est-ce que c'est vraiment les cabinets comptables tes clients? Non, en fait, c'est pas les cabinets comptables, mes clients en tant que tels, c'est plutôt des apporteurs d'affaires. Dans le sens où en fait ils vont me recommander parce que t'as pas le droit de faire de pub. J'ai pas le droit de faire de pub, c'est ce que tu as vu avec Sophie. On n'a pas le droit de mettre des panonceaux et avec notre déontologie c'est interdit. Ils m'ont vu en formation pour tel et tel élément, ils disent ça, j'ai peut-être un client qui va avoir cette problématique-là. Donc, en fait, ils disent, appelez Benoît Gavet de notre part pour telle problématique. Ou le cabinet comptable m'appelle, me dit, voilà, on a telle problématique dans le cadre de notre support fiscal. Et puis, on voit avec eux. Et puis là, on dit, non, voilà, là, ça sort un petit peu du cadre de l'ordinaire. On voit un rendez-vous avec le client. Puis on voit après ce qu'on fait avec le client. Est-ce que c'est une consulte? Est-ce que c'est juste un rendez-vous? Parfois en 1 heure de rendez-vous, ça permet de sortir beaucoup de problématiques. Vous faites quoi dans ton cabinet? De la fiscalité? Donc moi, j'interviens en fiscalité dans mon cabinet, donc je fais que ça. Et on a aussi un pôle, 3 pôles droit des affaires, comme ce que fait Sophie. En fait à ce niveau-là. Donc on peut intervenir en binôme. Parfois on fait des rendez-vous ensemble en disant voilà, nous fiscalement parlant, je pense qu'il faut remodeler, créer une société au-dessus, une société holding. En dessous, on va peut-être changer. On était en SRL, on va passer en SAS, on va faire des conventions entre différentes sociétés. On voit avec l'avocat en droit des sociétés, on en discute, on fait un tour de table en fait avec le client pour savoir qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il va faire. Parce que c'est pas le mieux-disant en fiscalité qui va sortir le schéma. Parce que le schéma, parfois on le fait comme ça, c'est le meilleur. En fiscalité, on ne peut pas optimiser mieux, on est à fond. Sauf qu'en fait, le client, il nous fait péter le schéma 3 ou 6 mois après parce que ça ne correspondait pas à sa situation. Donc en fait, il vaut mieux payer un petit peu plus d'impôts à ce niveau-là, beaucoup plus d'impôts, mais que ça colle à la réalité derrière. Donc tu travailles tout le temps finalement avec des avocats en droit des sociétés? On travaille souvent avec des avocats en droit des sociétés ou des cabinets d'expertise comptable. Ils nous apportent le job, on fait notre travail. D'où l'intérêt que ce soit en interne au cabinet quoi. Oui, ou en externe, on le fait aussi avec d'autres cabinets d'avocats extérieurs parce qu'ils ne sont pas staffés en interne pour avoir
un fiscaliste en interne. Et donc il y a droit des affaires et il y a d'autres pôles. On a un pôle en droit social aussi, une avocate en droit social pour les embauches, les contrats de travail, les licenciements, les départs volontaires ou non des salariés, des abandons de poste, etc. Pour mettre en place des primes, des intéressements, tout ça. Voilà, on a une avocate aussi dans ce domaine-là. Donc on essaye, si tu veux, au sein du cabinet, Alinéa Conseil, où je suis associé, on essaye de faire le tour des problématiques du dirigeant et de sa société. Ce côté du travail où tu vas avoir plein de gens avec toi, est-ce qu'il y a des avocats qui font à la fois de la fiscalité? C'est une question que je voulais poser à Sophie aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire moi je suis avocat mais je fais les deux? Oui, alors ils peuvent très bien dire je fais du droit des sociétés et fiscalité. C'est possible. Nous, au sein du cabinet, on n'a pas choisi ça. Tout simplement parce que c'est ça sur l'armoire, écrit en tout petit avec du papier à cigarette, et ils ont la même chose en droit des sociétés, à ingurgiter ces éléments-là. Mais c'est pas courant, parce que moi j'ai jamais entendu parler de ça, mais est-ce que ça existe quoi? Oui, ça existe. Il y en a, oui. Il y en a qui le font. Nous on le fait pas parce qu'on a choisi justement la spécialisation de cet élément-là. Tout simplement parce que moi en fiscalité, en même temps, je vais suivre des contrôles fiscaux. Donc si je suis des contrôles fiscaux, je vois où ça a pété sur des dossiers. Donc en fait, si je vois où il y a le problème, je dis hop, attention en droit des sociétés, faites pas ça parce qu'il y a un problème. Si tu es tout le temps accaparé par ton domaine d'activité en droit des sociétés, tu n'as pas le temps de faire de la fiscalité. Et moi inversement, je suis tellement accaparé par la fiscalité que j'ai pas le temps de faire de droit des sociétés. Et parfois, dans les gros cabinets, ils font de la fiscalité. Moi, on va dire, je suis généraliste de la fiscalité. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je fais de la fiscalité que sur la TVA, qu'à l'international. Ah oui. Tu vois, ils vont se spécialiser dans la spécialisation. Ah oui, moi, j'ai déjà vu un avocat fiscaliste en droit international. Pour éventuellement, est-ce que tu veux partir m'expatrier à Dubaï? Voilà, par exemple, à ce niveau-là. Et là, j'ai un client, justement, sur cette problématique-là. Voilà, il a mis en place un schéma avec l'étranger. Je lui dis, moi, le schéma, comme je vois, pour moi, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, mais comme j'ai une casquette, je te suis pour autre chose, en fiscalité, j'ai pas envie de mettre une deuxième casquette. Parce que ça, c'est autre chose, et je te renvoie vers un spécialiste de cet élément-là. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, je sais que l'administration peut l'embêter, mais ça, voilà, va voir quelqu'un qui est encore plus spécialisé que moi sur ce domaine de problématiques. Après voilà, on sait qu'on a des confrères, il faut aussi reconnaître ses limites à ce niveau-là, qui peuvent donner des conseils sur tel et tel élément, plus rapidement tout simplement aussi. Je pense que les gens se posent beaucoup de questions, justement, mais on voit tellement de tout sur Internet, on voit énormément de mythomanes sur Internet, mais les gens aussi voient, quand je dis mythomanes, c'est des gens qui vont annoncer des choses qu'ils ont fait qui sont fausses, ou alors des gens qui vont parler d'argent, de trucs, de machin, des choses qui font rêver, qui n'existent pas, mais aussi simplement des gens qui vont avoir comment on appelle ça, le flex d'Instagram, à voir des montres et des machins, et aller dans les jets privés, etc. Et on a l'impression maintenant que c'est presque un but dans la vie, quoi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sociétés, les gars, qui sont spécialisées dans la location de vraies montres. Il y a des gens qui ont des studios comme ce serait une pièce comme ici, où c'est un bout de fuselage de jet privé, et les gens ils viennent avec des sacs, ils montent dans le faux jet, et ils font des photos, ils redescendent, ils se changent, ils refont des photos, et le gars il part avec 6 mois de photos pour mettre régulièrement une photo comme ça dans le jet avec son cigare, et après il se change, il revient, il refait une autre photo avec sa femme et tout, pour dire nous on a un train de vie de milliardaire, quoi. Et donc il faut savoir que ça existe, hein. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans le fait de louer des montres pour des clips, pour des photos sur Instagram. Il y a des gens qui évidemment louent des voitures, des Lamborghini, etc. Il y a même des vêtements, on peut même louer des vêtements pour mais ça marche. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est qu'il y a quand même l'illusion des gens qui sont jeunes, des petits frères, des gamins, des gens qui sont au collège, des gens qui sont au lycée, qui sont obnubilés par TikTok et par tous ces gens qui vous disent t'es qu'une merde si t'as pas tant d'argent, écoute pas à l'école, fais ton truc de crypto-monnaie, il faut aller à Dubaï sinon t'as une vie pourrie aussi. Donc les gens, ils ont beaucoup cette illusion, et je pense que c'est intéressant de savoir, se dire c'est quoi la réalité, c'est quoi, comment faire. Et même si moi j'ai pas de talent particulier, ce que les gens aiment bien, c'est que sur cette chaîne on raconte vraiment, toi tu racontes vraiment ton métier, t'es pas là en train de te faire une promo pour te disant je vais embellir le truc, vous allez gagner de l'argent si vous prenez un avocat fiscaliste. Voilà. En tout cas, on n'est pas là pour faire en soi gagner de l'argent. L'argent,
bah, toi, pour ta société, c'est toi qui le crée. C'est ton taf de tous les jours. Nous, on vient éventuellement faire en sorte qu'on n'aille pas en prison. Éventuellement, et faire en sorte que les règles soient bien appliquées. Et tu as des dispositifs d'optimisation. Et là, on va dire, bah, là, Lucien va plutôt dans ce domaine-là, parce que l'État, le législateur, a dit que dans ce domaine-là, c'est plus avantageux. Pour l'instant. On le voit avec la location meublée, c'est plus avantageux pour l'instant. Et là, quand on voit les amendements en ce moment, on va enlever les meubles. Il va y avoir, voilà, il faut toujours en fait bouger à ce niveau-là, mais on peut optimiser. Ça, il n'y a pas de problème, mais on peut optimiser sans tomber dans ce qu'on appelle l'abus. C'est vachement intéressant de revenir sur ce sujet-là, justement, pour que les gens qui regardent cette vidéo comprennent que, à la différence de Sophie, toi, tu vas aussi avoir beaucoup de conseils sur, justement, les statuts, le développement, l'optimisation de la fiscalité d'une boîte pour justement maximiser ses revenus, maximiser la trésorerie de la boîte, le capital santé de la société. Nous, on n'a pas la prétention d'avoir de dire on vous vend une formation, vous allez être milliardaire, etc. Même si j'ai essayé avec le cercle et que ça a été un petit flop, je vous l'accorde. Mais on relate exactement ce qu'on fait ici. Quand mon magasin de moto il a 2 doigts de couler et qu'on est en déficit, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et quand ça marche bien et qu'on fait beaucoup d'argent avec un projet, on vous l'explique aussi. Je pense que c'est intéressant de rappeler un truc qui est... Je trouve que sur Internet, il y a ce qu'on voit, ce qu'on entend, et il y a la réalité. Les gens ils disent oui, il faut faire de la bourse, c'est intéressant, tu vas gagner de l'argent avec la bourse, etc. Mais on fait comment? On fait quoi? C'est quoi la réalité? C'est ce que j'essaye de faire ici. Moi, j'ai vraiment vu une énorme différence grâce à Géraldine à l'époque quand elle a commencé à venir dans ma boîte. Ça a été incroyable parce que on se développait pas mal, c'était bien, tout allait bien, mais on n'avait pas de trésor. Et c'était dur, on réinvestissait tout ce qu'on gagnait, mais on avait beaucoup de marge et tout, je comprenais pas. Où ça part? Et ouais, où ça part. Et là, Géraldine, elle m'a dit, bah, on va aller voir Philippe de chez Firco à l'époque. On va ensuite demander, on va aller voir un avocat fiscaliste, malheureusement il est décédé, notre avocat au départ, qui était un mec extraordinaire, ça nous a fait beaucoup de peine. Et on a été voir ensuite Sophie, après on a Philippe, il nous a fait rencontrer des gens qui nous ont dit ah bah tiens on va faire ci, on va faire ça. Et en fait le point de départ ça a été de voir un cabinet comptable, donc qui reviendra vers quelqu'un comme toi forcément à un moment donné quand il y a une complication. Et franchement les amis, je vous jure que c'est vrai, ça a tout changé pour moi, mais ça a vraiment tout changé. Moi je me rappelle de ce point tournant dans ma boîte où on a commencé à bien s'entourer, où je me suis dit oulala, Géraldine, elle me fait payer des honoraires là, elle me fait payer des honoraires à un avocat fiscaliste. Mais j'ai un avocat, encore un avocat, en droit des sociétés. L'expert comptable, il doit essayer des trucs. Et on va maintenant externaliser les fiches de paye et tout le bazar. Et je me suis dit, c'est quand même des petites sommes d'argent à chaque fois. Ah oui. Et franchement, ça a été un coefficient multiplicateur pour tout ce que j'ai fait. Ça a été x3, x5. J'ai ce sentiment. Je sais pas, on peut pas quantifier tout ça. On a compris comment gérer la trésor. Nounou, il dit non. C'est moi aussi, je le caresse, hein, c'est normal. Vous êtes mal poli, madame? Belle, si on la laisse, elle monte sur la table. Fais de dos, Nounou. Au départ, c'est sûr, comme tu le dis, souvent, on n'a pas l'argent, on n'a pas les connaissances. Mais quand ça commence à démarrer et que ça démarre vite, faut s'entourer. On se fait vite dépasser. Oui, exactement. On a le cas pour quelqu'un qui était en EIRL, c'est un type de société, de structure. Il était tout seul dans son garage à vendre des pièces de moto. Puis, il a dépassé les seuils micro. Il s'est mis à l'impôt sur les sociétés, puis il dépasse. Aujourd'hui, la boîte, elle vaut, je crois que c'est plus de 4 ou 5 millions. Ah oui. Et t'es coincé en EIRL, comment tu fais? Et là, tu te dis, faut passer en société, sauf que les règles n'ont pas été prévues pour, et si tu passes en société, tu passes par la case impôt. Ah ouais. Et tu payes 30%, tu payes... Et donc là, encore, on revient au rescrit, on pose la question à l'administration, est-ce que vous nous autorisez? Il n'y a pas de cadre légal, ça n'a pas été prévu. Est-ce que vous nous autorisez quand même à utiliser ce dispositif pour payer plus tard? Parce que le problème, c'est que si tu payes tout de suite sur 30%, t'as pas l'argent. T'as pas l'argent, il peut pas se développer, il peut pas avoir d'autres associés, il était coincé. Donc toi, on intervient là-dessus. Parce qu'au départ, il a commencé petit, il a pris cette structure-là parce que c'est celle qui correspondait à l'époque, comme une paire de chaussures, puis il a grandi, puis la chaussure, elle est trop petite. Donc en fait, il faut rechanger. Mais à chaque fois, oui, ça recoûte parce qu'il faut les conseils, il faut pouvoir voir avec telle personne pour améliorer la situation. Donc c'est dans ce cadre-là où on peut intervenir et avec en droit des sociétés, en droit fiscal et avec le cabinet d'expertise comptable. Si tu veux, tu as
tu es entouré de personnes bienveillantes qui essayent de t'aider par rapport à ta situation. C'est ça. Moi, c'est ça qui a tout changé. Dès qu'il y a une question qui se pose, on n'est plus en stress. Dès qu'il y a un contrôle fiscal, le deuxième, hein, parce que le premier, tu dors quand même jamais. Mais c'est vraiment au bout du deuxième où tu te sens vraiment, tu te dis, oh, bah, c'est cool. Franchement, ça se passe bien, je suis serein, je suis entouré, il y a des gens qui vont répondre aux questions, va y avoir, enfin voilà, c'est vraiment, ça soulage et ça permet de se concentrer sur nos activités, etc. Ça a été problématique des fois pour moi et j'ai bien fait d'être entouré. Exactement. Voilà, on peut pas tout faire par soi-même. Pour moi, l'entrepreneur, il a son business et il avance la tête en général dans le guidon. Et quand ça fonctionne bien, il n'a pas trop le temps de regarder à droite à gauche. Tu sais, c'est l'aspect tunnel. Quand tu es sur autoroute, quand tu vas trop vite, tu as l'aspect tunnel et tu peux plus voir sur les côtés. C'est ça. Et il faut quelqu'un, à l'époque Géraldine, c'est ce que tu as dit, en ayant Géraldine à côté de toi, certes, il y a eu on va dire un coût, mais c'est plutôt un investissement. Ah bah oui, grave. Parce qu'en fait, ça t'a permis de repartir encore plus vite. C'est le coup de nitro, le coup de boost qui te permet de repartir encore plus vite. Parce que tu dis, c'est bon, je suis sécure, je peux y aller, je suis accompagné, et l'activité, je peux me concentrer. Ah, puis en cas de contrôle, en cas de problème. Et on le voit dans les commentaires sur Internet, quand je parle des contrôles fiscaux ou des choses comme ça, il y a des gens qui disent, il y a plein de gens qui disent si t'es contrôlé, c'est que t'es forcément un énorme fraudeur, ne mens pas, un contrôle fiscal, c'est jamais là pour rien, etc. Mais il y a plein de gens... Parfois c'est là pour rien et il y a vraiment des gens qui sont contrôlés au hasard. Je pense qu'un jour, peut-être on aura l'honneur de faire une vidéo avec un contrôleur pour qu'on comprenne et qu'on le torture un peu pendant une vidéo. Non, j'exagère. Mais j'aimerais bien des fois comprendre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est soit que de la délation, soit que quelqu'un qui a fraudé des milliards à l'État. Et bien non, en vrai, pas du tout. Et le contrôleur aussi, que ce soit moi ou toi aussi, t'es pas parfait, j'imagine. Peut-être. Exactement. Peut-être non. Je le sais pas encore. Tu peux faire une erreur dans ton travail et puis prouver que c'est une erreur et qu'il n'y a pas volonté de frauder. Et je pense qu'un contrôleur honnête, et c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir tant peur que ça, sauf si vous êtes en train de détourner et vous avez un business physique et vous faites 0 centime d'espèce, il y a peut-être un problème les gars. Un contrôleur, il est censé être censé aussi et arriver et dire bon bah là il y a une erreur. Mais il n'y a pas volonté de frauder, il n'y a pas un abus de bien social, il n'y a pas une Lamborghini qui est passée sur la boîte de boulangerie ou sur le cabinet d'avocat. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as une voiture de sport? Non, j'ai pas de voiture de sport. Et pour tout te dire, j'ai encore une vieille Polo de 22 ans. Je vais même parfois en vélo au boulot, même souvent en vélo électrique. Tu es un avocat écolo. Pas dire ça, mais je fais attention, on va dire. J'ai pas de voiture de sport. J'ai pas cette appétence. On va dire, je suis plutôt geek et derrière l'ordinateur à jouer. Par contre, il y a une tour. Les gars, avec des voyants, des LED, 32 cœurs, 250 Go de RAM. Là, j'ai reçu des pièces. Bon, on sort un peu. J'ai reçu des pièces pour ça. Et je suis plus ordinateur que voiture de sport. Ah ouais, d'accord, ok. Mais non, mais c'est marrant de savoir. J'aime bien. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Je me dis tiens, pourquoi pas poser cette question intéressante. Comment on devient? Parce que c'est vrai que c'est une question que j'aime bien poser à chaque fois. Comment on devient avocat fiscaliste? Est-ce que c'est un peu comme la vidéo qu'on avait fait avec donc notre avocate en droit des sociétés? T'as une robe aussi. Est-ce que tu peux aller, quand je me fais retirer mon permis, aussi m'aider au tribunal? T'aurais le droit? Ah, j'aurais le droit. La robe, je l'ai. Elle est plutôt au placard, parce qu'en fait je ne l'utilise pas en matière de fiscalité, on ne l'utilise pas parce qu'on ne plaide pas. Le mieux c'est dans toute la phase de contrôle avec l'administration fiscale, on est avec l'administration fiscale, je ne vais pas arriver en robe devant l'administration sur ces éléments-là. Et puis après on est plutôt sur la partie tribunal administratif, parce qu'en fait tu as le judiciaire pour les problématiques judiciaires, permis à point, autres problématiques de voisinage et autres. Puis tu as la partie droit administratif où là c'est avec l'État, l'administration c'est l'État. Et là tu plaides pas avec Et en fait, en général c'est une procédure écrite. Donc en fait comme c'est écrit, on va pas plaider, sauf cas très particulier de quelque chose qui est compliqué à faire ressortir par écrit. Tu vois, parfois un peu d'oral ça permet de faire passer un message, mais autrement non. Est-ce que tu as plaidé pendant tes études comme un commis d'office? Non, juste alors pour revenir aux études, j'ai fait une licence de droit.
T'as fait un bac BTS? Bac, à l'époque bac S, maintenant. Ouais, bac S, ça existe encore bac S. Ils n'ont pas changé avec un tronc commun et plus scientifique, plus. Ah bon? Je sais pas. Donc, ah bon? Et maintenant, tu es obligé de prendre des maths ou des trucs comme ça. Ouais, je m'en fous, moi j'ai fait un bac pro. Et puis après, voilà, du droit pendant 3 ans. Puis après, comme Sophie, elle, c'était la maîtrise. Nous, ça a changé entre-temps. Moi, c'était un master. Donc en fait, j'ai fait un master 1, master 2 en fiscalité. Et après, je voulais travailler. Donc en fait, je suis parti à Paris. J'ai travaillé pendant 2 ans à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Mais là-bas, t'arrives quoi en qualité de juriste fiscaliste. Mais ah oui, salarié. Salarié. T'es plus étudiant. Je suis plus étudiant. J'ai fait mes 5 ans d'études. Ouais. Je suis plus étudiant, je voulais travailler, donc je suis parti, voilà, avec mon petit baluchon à Paris, pour travailler. Et après, j'ai eu l'occasion de revenir en province, dans un cabinet d'avocats. Et en fait, tu as des validations d'acquis. C'est-à-dire qu'en fait, Sophie, après ses études, elle a fait l'examen pour être avocate, pour entrer à l'école d'avocat. Et moi, en fait, j'ai fait une autre voie, j'ai fait la validation des acquis. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, en tant que juriste, pas avocat, mais juriste fiscaliste en cabinet d'avocat, tu peux avoir des validations d'acquis et passer un examen, c'est un examen de déontologie, on parlait tout à l'heure, on ne peut pas faire de la pub partout, un examen de déontologie pour passer avocat. Donc c'est une autre voie qui est autorisée. C'est autorisé voilà, pour les juristes en cabinet d'avocat, c'est autorisé éventuellement pour les profs de fac, si au bout d'un moment ils en ont marre toute la journée. Ah ouais, d'accord. Ils peuvent éventuellement voilà, bifurquer en cabinet d'avocat. Pendant un temps, c'était autorisé pour les parlementaires. Les parlementaires pouvaient changer de casquette et à la fin de leur mandat, alors je crois que ça ne doit plus être autorisé ou c'est très, très compliqué maintenant. Donc voilà, j'ai une autre voie que Sophie, mais j'ai le tronc avec Sophie, le même, les 5 ans d'études en droit. Ça, c'est quasiment une obligation. Et puis après, voilà, je suis arrivé à la profession d'avocat. Est-ce que tu gagnais bien ta vie dès le départ quand on va dire, tu sors des études? Est-ce que tu gagnes tout de suite bien ta vie? J'étais pas à plaindre. Ouais. Franchement, non. Oui, franchement, j'étais pas à plaindre. Maintenant, ça fait un petit moment, donc on peut plus comparer le montant. Mais non, oui, ça allait pour Paris. Pour Paris, les loyers sont chers, donc c'est toujours difficile de comparer en province et puis à Paris. Je devais être à 1008. Mais 1008 à l'époque, voilà. Ça fait 50 000 € aujourd'hui. Non mais tu peux pas comparer, c'est pour ça que je te sors ça comme ça. Tu sais qu'aujourd'hui c'est encore le cas. Il y a du travail aussi quoi. Et il y a du travail. Il faut être prêt à pouvoir déménager, etc. Mais bon, de toute façon, il y a des gens, pour trouver le taf et avoir des conditions de travail, il y a aussi ça. Et je pense que les gens me rejoindront sur cette avis-là. Il y a le travail. Mais il y a aussi les conditions, l'endroit, ça change tout. Travailler avec des cons à un moment donné, ça dure pas longtemps quoi. Non mais c'est vrai. Et tu changes d'endroit. Et tu changes d'endroit quoi. Donc à un moment donné, je pense que les gens sont tous prêts à faire ça. Donc c'est plutôt un travail de grande ville. Ouais, grande ville, mais tu vois, La Roche, c'est pas non plus immense. Ouais. Et en fait, on intervient sur tout le territoire vendéen. Et puis même au-delà, tu vois, Nantes, La Roche, on est à 50 minutes. Donc en fait, je vais là, on remonte jusqu'à Rennes, et puis on descend jusqu'à aller un petit peu au-dessus de Bordeaux. Attention, il y a des projectiles. Il y a des projectiles qui arrivent à se faire attaquer là. Est-ce que quelqu'un, par exemple, est-ce que ça existe de faire ton métier en reconversion professionnelle? Il te faut au minimum, maintenant ils ont changé, il te faut au minimum 5 ans d'études en droit. Ouais. Avant c'était 4. Maintenant, c'est 5. Alors, tu peux reprendre tes études. Je sais que moi, j'avais une copine à la fac qui était instite. Elle a arrêté son métier d'institutrice. Elle a repris une année d'études en plus pour avoir le bac plus 5 et pour pouvoir continuer. Ah, je pourrais faire un bac plus 5 là? Mais il faut reprendre depuis l'origine. Mais je pourrais. Une quarantaine d'années, ouais. Elle devait avoir quand elle a repris ses études. C'est possible. Tu peux reprendre. Après, voilà, faut trouver une école qui veuille bien te prendre aussi. Enfin, tu vois, ça doit être c'est priorité avec le post-bac. C'est priorité au post-bac. Donc voilà, t'as des embûches quand même. Ouais, ça doit être quand même pas compliqué. Merci d'avoir pris ce temps pour nous. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors on dira pas où est-ce qu'on peut te retrouver puisque t'as pas le droit de faire des pubs. Je fais pas de pub, mais en tapant sur internet le nom, c'est des choses qui se retrouvent. On mettra. Voilà. On sent que là, voilà, faut chercher sur internet, mais à vous d'aller dans la description. C'est pas lui qui vous aura obligé. Non, mais s'il y a besoin, les amis, on met dans la description, c'est hyper important. N'hésitez pas vous dans les commentaires à mettre
des petites questions, à poser des petites questions. J'ai vu qu'il y en avait une qui était apparue, je le dis souvent hein, dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre dans une future vidéo. Et puis peut-être que je t'embêterai à t'appeler pour répondre à une ou deux questions. Et bah pas de problème, Voilà. comme ça on fera une visio pour Voilà. faire une vidéo prochaine sur une problématique donnée. Ouais, mais ça peut être fiscale. très intéressant d'avoir des questions très techniques qu'on aurait pu oublier. Donc encore une fois, merci à toi d'être venu. Eh ben, Et puis merci pour l'invitation. ne vous abonnez pas à sa chaîne YouTube parce qu'il est. J'ai pas de chaîne YouTube. Il a pas de chaîne J'ai un YouTube. LinkedIn comme beaucoup. Voilà. Et il a sûrement un pseudo de geek en ligne. Non, même pas. Tu joues à quoi d'ailleurs? Beaucoup de League of Legends. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça que je suis un fan. Ouais. J'ai commencé par les Dota, si tu connaissais Non. à l'époque, Je les connais Tower Defense, avec Warcraft 3. Ah ça ouais, a commencé ah oui, un d'accord, petit peu ouais. à Ça, ce je niveau-là. sais que c'est des jeux de vrais geeks. C'est pas juste le gars qui s'envoie un petit GTA 5. Et puis après, c'est par rapport au temps, c'est vrai que je vais faire une partie par-ci, une partie par-là. Et t'es capable week-end. d'envoyer des parties qui durent combien de temps? En général, allez, je vais faire 1-2 parties. Alors, maintenant, c'est pratique, ils ont fait un mode rapide. Ah oui. Ça fait des parties Mais t'es 30 capable de minutes. t'envoyer une nuit entière de geekage? Et je l'ai fait. Ah ouais. Je faisais des réseaux, j'ai fait des réseaux avec des copains où on était dans le grenier, tout le monde arrivait avec les tréteaux, les tables, les PC, on était Non. tous à l'époque quand j'étais au lycée, ouais, Ah, ouais, sympa. on faisait des nuits entières. génial. J'avais l'avantage D'avoir le temps. d'avoir le temps, voilà. et surtout d'habiter, j'étais à Pornic, donc en fait en général on jouait toute la journée où on dormait et puis le soir on allait sortir, on allait faire un bain de minuit, on allait... Ah, trop bien. voilà, c'était une autre, Ah ouais, ouais. mais c'était super sympa. Ouais. En tout cas, merci pour toutes ces infos. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. On est à, je crois, 3000 abonnés, d'avoir 500 000 personnes sur cette petite chaîne YouTube. Donc, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. À Salut. bientôt.